Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre Zoom Gestion sous mandat, le premier de 2026. Je profite de cette occasion pour vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans les locaux de notre partenaire Ophi Invest Asset Management avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées et à ce titre en charge de la gestion des poches en unité de compte de la gestion sous mandat MIF, tant au titre de nos contrats d'assurance vie multi-support que de notre plan d'épargne retraite individuelle. Bonjour Michael et excellente année à vous. Bonjour Jonathan, très bonne année à vous aussi. Alors Michael, c'est le moment de dresser le bilan de l'année 2025. Peut-on consacrer quelques instants pour revenir sur ce contexte 2025 et notamment en zoomant sur le dernier trimestre? Alors, si on regarde le dernier trimestre, très synthétiquement, côté macro, on peut s'appuyer sur les trois piliers qui ont marqué justement ces 3 derniers mois de l'année. Côté États-Unis, c'est la résilience de l'économie américaine, accompagnée par le choc de productivité et une croissance qui défie toute prévision. Okay. La Fed qui décide en fait de continuer la baisse des taux qu'elle avait entamée au mois de septembre, donc par 2 baisses consécutives durant le dernier trimestre. Côté Japon, c'est un peu à contre-courant des pays développés qui ont tendance à baisser leurs taux. Le nouveau gouvernement de Takeshi décide en fait de monter en fait les taux d'intérêt à 0,70%, okay. Donc qui casse, j'allais dire un peu le cycle de 30 ans de stase. Et la divergence, j'allais dire entre la zone euro et la Chine, avec une zone euro qui est assez cible sur le côté inflation, une banque centrale européenne qui maintient en fait ses taux stables et attend de voir comment les choses vont évoluer. Une Chine qui, quant à elle, fait une croissance qu'elle avait annoncée en fait en début d'année 2025, donc supérieure à 5%, mais surtout boostée par des excédents commerciaux et un front-loading de ses exportations. Sur les marchés financiers, sur ce dernier trimestre, les marchés sont restés en mode risk-on, donc propices aux actifs risqués, actions, obligations des entreprises privées dites à haut rendement, et des métaux précieux qui n'ont pas été en reste sur la période. Sur le marché des actions, on finit l'année, actions internationales couvertes du risque de change, on finit l'année proche de 16%, emmené sur le dernier trimestre principalement par la zone euro et le Japon. Les Magnificent Seven, donc ces entreprises les plus liées à l'IA et la technologie aux États-Unis, ne sont pas en reste en fait et signent une très bonne performance sur le dernier trimestre. Les obligations d'État, quant à elles, alors, j'allais dire déçoivent un peu, mais c'est normal par rapport au contexte géopolitique et toujours au questionnement sur les banques centrales européennes et leur politique monétaire. Mais on est proche de zéro, légèrement au-dessus sur le dernier trimestre, ce qui fait que on est à un peu plus de 1,20% sur l'année 2025. Pardon. Par contre, les obligations des entreprises privées, que ce soit les mieux notées ou dites à haut rendement, elles se comportent bien puisque sur le dernier trimestre, on doit être à 0,30% au-dessus des obligations d'État en termes de performance sur les obligations les mieux notées et 1,70% de plus sur les obligations dites à haut rendement. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement et en synthèse sur ce dernier trimestre 2025. Alors, les performances au titre de 2025 des poches en unité de compte sont désormais connues. Elles vont de plus 4,91 pour la poche prudente à plus 6,57 pour la poche offensive. Donc, au vu de ce contexte de 2025 que vous venez de décrire, quelle était votre stratégie d'allocation? En résumant en fait l'année et en particulier le 4e trimestre, c'est vrai qu'on avait souffert en début d'année avec le Liberation Day, donc la mise en place en fait des droits de douane de l'administration Trump, puisqu'on était légèrement en fait surexposé actions comparativement à une allocation de long terme, cohérente à chaque profil. Il avait fallu rester quand même agile, mais prudent surtout en fait dans la phase de reprise, puisque c'est vrai que les marchés sont très vite revenus, mais il existait encore beaucoup d'incertitudes, donc on pouvait pas remettre trop de risques trop vite. C'est vrai que la phase durant l'été où les États-Unis en fait ont continué d'accélérer alors que la zone euro restait relativement stable a permis en fait d'aider en fait à récupérer justement un peu du retard qu'on avait pu prendre au mois de mars. Et après la première baisse de taux au mois de septembre de la part de la Banque fédérale américaine, c'est vrai que généralement le 4e trimestre est propice à ce qu'on appelle le rallye de fin d'année. Bon, il s'est fait attendre, très nettement. On pensait que ça allait être plus marqué que ça. Ça s'est surtout fait en fait durant la fin du 3e trimestre et le tout début du dernier. Néanmoins, on a augmenté le risque action puisqu'on était quand même beaucoup plus positif sur les actions que sur les taux d'intérêt.
ce qui a permis en fait de profiter là encore de la phase quand même d'accélération relative des actions par rapport aux obligations d'État, les performances que j'ai rappelées tout à l'heure. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que comme à l'instar en fait de toute l'année, on a souhaité diversifier en fait la partie obligataire d'État par les obligations d'entreprises privées dites à haut rendement. Donc là aussi, ça a apporté de la valeur et ça a été positif durant toute l'année. Et justement, durant cette phase aussi, en particulier sur la partie action, durant cette phase d'accélération qu'on a eue au dernier trimestre, c'est vrai que l'accroissement de la poche action qu'on a faite, on l'a faite aussi bien sur la zone euro que sur la zone US. Donc c'est vrai que en termes de performance absolue, c'est plutôt positif puisque les US ont fait une performance positive, mais d'autant plus avec la zone euro qui a été un très bon performeur sur le quatrième trimestre. Merci Mickaël. On vient donc de dresser le bilan de l'année 2025. Au vu des éléments contextuels que vous venez de nous rappeler, à quelle perspective s'attendre pour 2026 ? Très crûment, on prend les mêmes mais on recommence. Les problématiques vont rester les mêmes. Hein. Donc il va y avoir bien évidemment toujours une grande attention sur la décision que va pouvoir prendre en fait l'administration Trump et en particulier en fait le président des États-Unis. Ça c'est le premier point. Hein. On sait que ça peut créer beaucoup de volatilité en très peu de temps. Il y a bien évidemment le cycle monétaire des banques centrales, à savoir est-ce qu'elles vont continuer à baisser les taux, en particulier la Banque fédérale américaine ou pas, et qu'est-ce que va faire la BCE en fonction en fait du retour de la croissance qui sera confirmé ou pas dans les trimestres à venir. Quid de l'intelligence artificielle ? C'est vrai qu'on parle aujourd'hui en fait beaucoup de la rentabilité en fait des capex, donc des capitaux mobilisés pour financer justement le développement de l'intelligence artificielle. On pense que c'est pas forcément un risque en fait à court terme, mais ça sera bien évidemment un des fils conducteurs durant toute l'année, et bien évidemment le contexte géopolitique qui reste ce qu'il est, avec que ça soit aussi bien au Moyen-Orient qu'avec la Chine, que l'Alliance Atlantique. Enfin, il y a quand même certains sujets. On pense très honnêtement que les marchés se concentreront dès lors, il y a beaucoup de risques quand même qui sont imprévisibles, et on peut pas se targuer en fait de prévoir l'imprévisible. Donc on pense que le marché va se concentrer sur les fondamentaux, la croissance, l'inflation, le chômage, donc les chiffres macro, pour prendre des décisions et prendre la bonne direction. Et bien évidemment, le résultat des entreprises. Pour nous, la Fed devrait baisser en fait ses taux de une ou deux fois encore durant l'année. Ça dépendra bien évidemment des chiffres macroéconomiques et du nouveau président en fait de la Banque centrale américaine. Les taux longs nous semblent aujourd'hui sur des niveaux bien valorisés. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre excepté le portage. Néanmoins, si le risque géopolitique devait se concrétiser, ce sera toujours un actif refuge, donc ce qui justifie d'en avoir toujours en portefeuille. On continue en fait de privilégier la diversification via des obligations d'entreprises privées dites à haut rendement et les obligations des pays émergents en devise locale. Par rapport en fait au rendement absolu qu'elles offrent, ça crée un coussin en fait de stabilisation. Ça, c'est toujours intéressant. Et en plus, on diversifie sur les zones géographiques. Et sur les actions, alors c'est vrai qu'après 3 années en fait de hausse du marché des actions, les valorisations, certes, sont élevées. Néanmoins, on pense que dans un contexte macroéconomique plutôt porteur, et en plus des banques centrales, enfin une banque centrale, la Fed, qui devrait en fait être toujours dans un contexte plutôt accommodant, on pense que les actions devraient à peu près faire une performance cohérente avec la progression en fait des résultats. Donc on continue en fait de privilégier les actions par rapport aux obligations d'État. Donc on démarrera en fait ce début de trimestre légèrement en fait surpondéré, peut-être moins qu'en fin d'année dernière. On va peut-être rebaisser en fait d'un petit cran, toujours au-dessus, mais un petit cran en moins, histoire de pouvoir remettre du risque, si jamais, comme d'habitude, à l'accoutumée, si jamais il devait y avoir à un moment une phase de consolidation, pouvoir remettre du risque sereinement, sans pousser en fait tous les curseurs à fond. Merci Mickaël pour ces éléments d'analyse et de compréhension. Nous vous donnons rendez-vous début avril pour un nouveau Zoom gestion sous mandat.